L'une des choses qui nous intrigue le plus à propos de la préhistoire, c'est la faune qui a vécu à travers des temps très anciens. Cela s'applique à toute la vie préhistorique, pas seulement à celle du Cénozoïque tardif, mais il est fascinant de penser aux espèces que nos ancêtres ont rencontrées et que nous ne pouvons pas rencontrer. Lorsque nos premiers ancêtres Homo erectus ont quitté l'Afrique, ils sont entrés dans un monde peuplé de grands herbivores, de marsupiaux étranges et de carnivores terrifiants, dont beaucoup n'existent plus aujourd'hui. Par une combinaison de chasse excessive, de changements climatiques ou de compétition entre espèces, il existe un grand nombre d'animaux fascinants aujourd'hui disparus qui auraient vécu aux côtés de nos ancêtres et les auraient même chassés. Aujourd'hui, nous allons explorer ces espèces en détail. C'est un voyage qui nous mènera à travers la fin de l'ère cénozoïque, où nous rencontrerons des animaux qui ont vécu non seulement aux côtés des premiers Homo sapiens, mais aussi de nos ancêtres australopithèques, ces premiers singes africains qui ont marché debout pour la première fois à travers les savanes. Nous allons rencontrer des oiseaux colossaux, des reptiles géants et certains des mammifères les plus étranges et les plus méconnus qui aient jamais évolué au fil de notre parcours. Rejoignez-nous alors que nous remontons le temps pour rencontrer les espèces que nos ancêtres ont vues, mais que nous, humains modernes, n'avons malheureusement jamais eu la chance de rencontrer. Tout au long de l'évolution humaine, nos ancêtres ont vécu aux côtés de certains des plus grands prédateurs mammifères que le monde ait jamais connus, les ours. Lorsque les australopithèques ont évolué pour la première fois, les ours partageaient même le continent africain avec eux. Agriotherium africanum en faisait partie, un ours primitif de 2,5 mètres de long et de 600 kg qui, malgré sa taille immense, n'était probablement pas un chasseur. Le manque de puissance dans les membres antérieurs et des griffes plus courtes suggère que cet ours passait la majeure partie de son temps à chercher de la nourriture végétale, tout en volant et en récupérant les proies des chasseurs actifs lorsque l'occasion se présentait. La taille de l'ours l'aurait aidé à défendre la nourriture qu'il avait récupérée et aurait certainement inspiré la peur à d'éventuels agresseurs. Agriotherium disparaîtrait il y a environ 2,5 millions d'années, ce qui signifie que les hominidés ultérieurs ne le rencontreraient jamais. Alors que les humains migraient hors d'Afrique vers l'Europe, l'Asie et finalement les Amériques, ils allaient rencontrer quelques espèces d'ours qui représentaient une menace bien plus grande. Dans les régions froides du nord de l'Europe, Ursus belleus, l'ours des cavernes, prospérait dans les forêts de conifères et la toundra ouverte de la steppe à mammouth, résidant dans les grottes que les humains recherchaient pour s'abriter et se réchauffer. Bien que principalement herbivore, cette espèce était celle avec laquelle nos ancêtres entraient en conflit direct lorsqu'ils cherchaient un endroit pour se reposer, et de telles rencontres étaient sans aucun doute non seulement terrifiantes, mais aussi dangereuses. Ces ours étaient presque aussi grands que les plus grands de leurs homologues modernes, les mâles pouvant peser jusqu'à 600 kg et arborant de longues griffes ainsi que des muscles puissants, tout comme l'ours brun actuel, leur plus proche parent vivant. En traversant le pont terrestre du détroit de Bering pour entrer en Amérique, les premiers humains arrivés en Alaska et au Canada auraient rencontré Arctodus simis, l'une des plusieurs espèces d'ours à face courte. Les adultes pouvaient se dresser à près de 3,5 mètres sur leurs pattes arrière, éclipsant les premiers humains qui empiétaient sur leur territoire. On pense que les Arctodus adultes atteignaient un poids de 950 kg, ce qui en fait l'un des plus grands prédateurs mammifères terrestres ayant jamais foulé la terre. Prospérant dans les forêts ouvertes, on pense que cet ours était un chasseur compétent, complétant son régime de fruits et de plantes par de la viande. De plus, l'Arctodus était conçu pour la course d'endurance, ce qui signifie qu'il pouvait maintenir un rythme soutenu tout en parcourant de grandes distances. Il ne fait aucun doute qu'il y a eu des rencontres mortelles entre ce gigantesque ours et nos premiers ancêtres qui ont été les premiers à pénétrer sur le continent américain. Au Pléistocène, les grands félins étaient encore plus répandus qu'aujourd'hui et ils étaient également connus pour leur variété à dents de sabre et à dents de cimeterre.
Les humains ont dû se méfier de ces énormes félins prédateurs pendant toute leur existence évolutive et ils auraient représenté une menace très, très réelle pour nos premiers ancêtres. Mégantarion et Dinophilus furent peut-être parmi les toutes premières grandes peurs de l'humanité. On pense que ces premiers félins à dents de sabre de la sous-famille des Macharodontinés étaient des chasseurs de primates spécialement adaptés, parfaitement conçus pour chasser à la lisière des forêts et des prairies où résidaient les tout premiers singes bipèdes. Mégantarion était probablement mieux adapté à la poursuite des primates que Dinophilus, qui était également un chasseur avisé d'animaux des prairies, mais tous deux représentaient une menace importante pour les australopithèques et les premiers membres du genre Homo dans l'Afrique ancienne. Les dents en forme de sabre de ces animaux auraient servi à infliger une puissante morsure à la gorge d'une proie abattue, la tuant rapidement et efficacement tout en minimisant les risques de dommages aux dents. L'un des félins à dents de sabre rouge les plus répandus qui a vécu aux côtés des humains était Homotherium, qui a vécu d'environ 4 millions à 12 000 ans auparavant. D'une taille comparable à celle d'un lion africain actuel, Homotherium était présent non seulement en Afrique, mais aussi à travers l'Europe, l'Asie, l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud, sous plusieurs espèces différentes. Alors que de nombreux grands félins vivent en tant que prédateurs embusqués, se cachant dans les hautes herbes jusqu'à pouvoir attaquer avec certitude, on pense qu'Homotherium était plutôt un prédateur de poursuite. Ses pattes plus longues lui permettaient de poursuivre des proies rapides, mais ses muscles puissants faisaient qu'il pouvait abattre des animaux aussi grands que les premiers ancêtres des éléphants. Smilodon est de loin le plus célèbre des félins à dents de sabre, et il aurait été un animal redoutable auquel les tout premiers Américains devaient prêter une attention particulière. Ce prédateur préhistorique par excellence était connu pour ses énormes canines recourbées en forme de couteau qui, associées à sa structure corporelle robuste, lui permettaient de s'attaquer à des animaux bien plus grands que lui. Les bisons et les chameaux auraient constitué ses proies de prédilection, mais avec la bonne occasion, les premiers humains auraient aussi pu se retrouver au menu. Le Smilodon était capable de vivre dans une grande variété d'habitats, allant des vastes prairies d'Amérique du Sud aux forêts et broussailles d'Amérique du Nord. Il a disparu il y a seulement 10 000 ans. Tous les grands félins aujourd'hui disparus n'étaient pas de la variété à dents de sabre. Panthera spilea, ou le lion des cavernes eurasiatique, était l'une des dernières espèces à habiter les régions froides du nord de l'Europe, de l'Asie et de certaines parties de l'Amérique du Nord pendant la dernière ère glaciaire, et il est représenté dans les premières œuvres d'art sur les parois des grottes créées par certains des tout premiers Homo sapiens dans ces régions. Comme l'ours des cavernes, ce lion gigantesque aurait été un prédateur redoutable dont il fallait se méfier lorsque les premiers humains cherchaient refuge contre les éléments dans les grottes où ils vivaient peut-être ou non en groupe. Les humains et les lions des cavernes se chassaient presque certainement mutuellement, les humains récupérant la chaude fourrure du lion pour se protéger contre les intempéries et les lions traquant des groupes d'humains sans défense à travers la nature sauvage enneigée pour un repas opportuniste. Partout dans l'ancien monde du Pléistocène, l'abondance de nourriture, de ressources et des conditions climatiques favorables permettaient aux herbivores d'atteindre une très grande taille. À mesure que les herbivores grandissaient, les carnivores aussi. Ainsi, les herbivores ont évolué pour se défendre de manière fiable contre ces menaces. L'armure et l'armement sont devenus une nécessité pour qu'un animal survive dans un monde peuplé de géants. Ainsi, nos ancêtres ont rencontré de nombreuses espèces de mammifères herbivores aujourd'hui disparus, protégés par de solides carapaces, d'énormes cornes, de vastes bois ou des griffes tranchantes. Peut-être les plus célèbres d'entre eux sont les anciens parents du rhinocéros, Coelodonta et Elasmotherium. Coelodonta est le nom scientifique de l'animal plus communément appelé le rhinocéros laineux, un colosse de 3,5 mètres de long, pesant 2 tonnes, doté d'une épaisse fourrure et d'une corne d'1 mètre de long.
Les spécimens de rhinocéros laineux extraits du pergélisol sibérien indiquent que, de leur vivant, ces animaux étaient de couleur brun-roux, avec une couche de poils de jarre pour protéger le pelage de base des intempéries. Ils vivaient dans les plaines de l'immense steppe à mammouth d'Eurasie, qui était recouverte de neige selon les saisons. Bien que les premiers humains aient chassé le rhinocéros, cela n'aurait pas été une tâche facile. Une peau épaisse et une corne colossale auraient nécessité beaucoup de planification et de préparation pour être contournées si les chasseurs humains voulaient rester en vie. L'Elasmotherium, une autre espèce bien connue apparentée au rhinocéros qui vivait à travers la Sibérie pendant la dernière période glaciaire, a également été rencontrée par les premiers humains. Autrefois surnommée la licorne de Sibérie en raison de la croyance que ces animaux possédaient d'immenses cornes coniques sur la tête, on pense maintenant qu'ils avaient en réalité des structures beaucoup plus courtes et émoussées sur le crâne, rendant ainsi leur représentation classique obsolète. Bien qu'il soit souvent représenté ainsi, l'Elasmotherium n'avait peut-être même pas de pelage laineux. Il a même été suggéré qu'il ait pu être semi-aquatique par le passé. L'Elasmotherium n'est pas aussi bien connu que le Coelodonta, mais on pense qu'il était bien plus grand. Au moins 5 mètres du museau à la queue, pour un poids d'environ 5 tonnes. En traversant l'océan vers les Amériques, nos premiers ancêtres auraient fait face à d'immenses xénartres, des paresseux et des tatous bien plus grands que tous leurs parents actuels. Les gigantesques paresseux terrestres sont désormais un élément bien connu de la mégafaune du Pléistocène et nos ancêtres auraient croisé plusieurs espèces en face à face. En Amérique du Nord, les anciens chasseurs-cueilleurs auraient rencontré un Romotherium, l'un des plus grands paresseux terrestres, à peu près de la taille d'un éléphant d'Afrique. Il vivait à travers les plaines subtropicales dans ce qui correspond aujourd'hui aux États du Sud, où il était facilement reconnaissable à ses énormes membres antérieurs, ses griffes géantes et sa capacité à se tenir debout sur 2 pattes. Il est souvent considéré comme un équivalent nordique du beaucoup plus célèbre, mais légèrement plus petit, Megatherium qui vivait dans les savanes tropicales d'Amérique du Sud, bien que les aires de répartition des 2 paresseux se chevauchaient. Bien que ces 2 genres aient été entièrement herbivores, on pense qu'ils étaient de nature irascible et très agressifs s'ils étaient acculés ou attaqués. Compte tenu de leur taille et de leur force, ils avaient peu de prédateurs naturels dans leur environnement, à l'exception des premiers humains dont des traces de coupures et d'éraflures ont été retrouvées sur leurs os géants. Les glyptodons, d'énormes parents des tatous modernes, sont connus pour avoir coexisté avec les humains sur l'ensemble du continent sud-américain lors de leur première arrivée. Les plus grands et les plus connus des glyptodontes sont Glyptodon et Didacurus, ce dernier arborant une immense structure en forme de masse hérissée de pointes à l'extrémité de sa longue queue. Bien que les prairies sud-américaines regorgeaient de prédateurs, les glyptodontes avaient un avantage grâce à une armure qui enveloppait presque entièrement leur corps. Si un tigre à dents de sabre décidait d'attaquer, tout ce que le glyptodonte avait à faire était de se recroqueviller pour protéger son ventre mou jusqu'à ce que le prédateur se lasse et cherche un repas plus facile. Les humains, en revanche, étaient probablement beaucoup plus persistants et on pense qu'ils ont chassé les glyptodontes jusqu'à environ 11 000 ans auparavant. À travers la steppe des mammouths et la toundra de l'Amérique du Nord, un groupe d'animaux était capable d'évoluer vers des tailles immenses avec en prime une ornementation impressionnante. Surfs. Les vestiges des tailles extrêmes atteintes par les cerfs au Pléistocène peuvent être observés aujourd'hui chez l'élan, l'un des plus grands et des plus dangereux herbivores du monde. Aussi grand que soit l'élan, son proche parent, Servalces latifron, ou l'élan à large front, pouvait devenir bien plus grand. Considéré comme l'espèce de cerf la plus massive ayant jamais existé, ainsi que l'ancêtre direct de l'élan moderne, cette espèce arborait d'immenses bois avec de longues poutres qui se terminaient par une structure évasée en forme de pattes de poule à l'extrémité de chacune. Ces bois étaient en réalité plus larges que la longueur de l'élan lui-même, atteignant une envergure de 2,5 mètres alors que le corps de l'animal mesurait 2 mètres de long.
Une autre espèce bien connue est le mégalocéros, l'élan d'Irlande, qui habitait une grande partie de l'Eurasie pendant le Pléistocène. Bien que beaucoup plus légers que ceux du Servals, on pense que les bois du mégalocéros atteignaient une envergure immense de 3,50 m. Chez eux, dans les forêts ouvertes, la toundra et les plaines du nord balayées par les vents, ces cerfs géants auraient été un véritable trophée pour les anciens chasseurs-cueilleurs cherchant à nourrir leur communauté. Il n'y avait pas que les mammifères qui étaient capables d'atteindre des tailles vraiment impressionnantes. Partout dans le monde, mais généralement dans des environnements isolés, exempts de prédateurs mammifères, des oiseaux géants ont pu évoluer. La plupart étaient incapables de voler, mais certains pouvaient encore prendre leur envol et représentaient peut-être une menace pour les enfants de nos ancêtres. Alors que les célèbres Phorus racidés, ou oiseaux terreurs des Amériques, n'ont jamais rencontré d'humains, les navigateurs qui ont commencé à voyager d'île en île dans le Pacifique ont eu la chance de se retrouver face à face avec les Dinornithiformes, les moas. Le plus grand des moas était Dinornis robustus, le moa géant de l'île du Sud, qui mesurait 3,5 mètres de haut et qui, comme son nom l'indique, vivait sur l'île du Sud de la Nouvelle-Zélande jusqu'à l'arrivée des Maoris, que l'on pense avoir chassé cette espèce et tous ses proches parents jusqu'à leur extinction. Alors que beaucoup connaissent les moas géants, vous pourriez être surpris d'apprendre qu'il existait en réalité 9 espèces de moas, toutes aujourd'hui éteintes. Celle-ci comprenait le moa huppé, le moa à pieds lourds, le moa des hautes terres et le plus petit du groupe, le moa des buissons, qui atteignait à peu près la taille d'une dinde sauvage. Ces énormes oiseaux étaient chassés pour leur viande, dont les insulaires du Pacifique se nourrissaient en explorant les mers du Sud. Cependant, ce n'étaient pas seulement des oiseaux terrestres disparus que les maudits pouvaient rencontrer. Hieratus mori, ou l'aigle de Haust, un oiseau de proie géant avec une envergure de 3 mètres. L'aigle était un chasseur habile de moas et a développé sa taille gigantesque comme une réponse évolutive au même phénomène qui se produisait chez ses proies. Les récits anciens décrivent l'aigle de Haust fondant des collines pour emporter des enfants maoris comme proie, et cet aigle a été directement associé à la légende du poakai, un oiseau prédateur terrifiant dans la mythologie maori. L'aigle a disparu lorsque les Maoris ont introduit le rat polynésien, envahissant en Nouvelle-Zélande qui a causé des ravages parmi leurs œufs. La construction et l'industrie maori dans la région ont également entraîné la déforestation et des incendies de forêt, ce qui a contribué à décimer la population restante vers le milieu des années 1400. Les premiers voyageurs à Madagascar ont rencontré un oiseau encore plus grand que les moas, les apiornithiformes ou oiseaux-éléphants. 3 espèces vivaient aux côtés des premiers malgaches, Mullornis modestus, Apiornis hildebranti et le plus grand oiseau ayant jamais existé, Apiornis maximus. Avec leurs longs coups, leurs grands corps et leurs pattes semblables à des piliers, il serait compréhensible de prendre ces animaux pour des sauropodes très évolués, des dinosaures vivants venus d'un lieu perdu dans le temps. Leurs plus proches parents, cependant, sont les kiwis, ces petits oiseaux incapables de voler, ressemblant à des mammifères qui se nourrissent d'invertébrés dans les forêts de Nouvelle-Zélande. Apiornis maximus pouvait peser jusqu'à 1000 kg et atteindre plus de 3 mètres de hauteur, ce qui le rendait plus grand et plus lourd que les moas. Malheureusement, l'oiseau-éléphant a disparu vers l'an 1000 de notre ère à cause de la chasse excessive par les humains pour sa viande et ses plumes. Lorsque les humains ont pu atteindre la vaste île de l'Australie il y a environ 48 000 ans, rien n'aurait pu les préparer aux animaux qu'ils allaient rencontrer. Même aujourd'hui, l'Australie existe presque dans un monde à part. Un coin du monde où les animaux ont été isolés par l'eau et où l'évolution s'est déchaînée. Principalement occupée par des marsupiaux, l'Australie n'a pas échappé à la domination des mégafaunes qu'a connue le reste du monde.
L'un des premiers marsupiaux géants rencontrés par les anciens colons australiens aurait été Procoptodon golia, le kangourou géant à face courte. Marchant avec une posture plus droite que les kangourous modernes et ayant développé des pattes lui permettant de marcher au lieu de sauter, cela aurait été un spectacle impressionnant pour nos ancêtres. Être témoin de cette créature bipède, haute de près de 3 mètres, avec des yeux tournés vers l'avant, et une démarche étrange aurait été tout simplement terrifiant. Cependant, à moins d'être provoqués, ils n'auraient pas représenté une menace majeure. Ces géants se nourrissaient d'arbres et d'arbustes hors de portée de nombreux marsupiaux terrestres. L'un des marsupiaux éteints les plus célèbres de l'Australie d'autrefois est le puissant Diprotodon. Ressemblant, dans une certaine mesure, à un hippopotame poilu mesurant 4 mètres du museau à la queue et parcourant les forêts et les plaines de l'Australie ancienne sur des pattes semblables à celles d'un éléphant, on pourrait facilement croire que cet animal était un parent éloigné des wombats. Réparti dans toute l'Australie jusqu'à ce que nos ancêtres le chassent jusqu'à l'extinction il y a seulement quelques milliers d'années, le Diprotodon était un herbivore robuste et puissant qui se nourrissait d'arbustes et d'herbes. Des recherches approfondies ont été menées sur une série de fossiles de Diprotodon bien conservés au fil des années, et les scientifiques ont pu déterminer une série de faits fascinants à son sujet. Il était migrateur, parcourant l'Australie au rythme des saisons. Et on pense qu'il faisait cela en grands troupeaux ou en groupes familiaux. Cela aurait offert la sécurité du nombre aux jeunes et aux vieux Diprotodons, qui pouvaient ainsi se défendre plus efficacement contre les prédateurs. Malheureusement, cela n'a pas permis de résister à la menace croissante des humains anciens, et ils ont fini par succomber à leur nombre grandissant et à leur technologie. Peut-être que le prédateur le plus méconnu, et donc le plus inquiétant du Pléistocène, était le thylacolio, le lion marsupial d'Australie. Bien que son parent vivant le plus proche soit le koala, qui est tout à fait capable de se défendre contre les attaques, le thylacolio jouait dans une toute autre catégorie. C'était le plus grand et le plus puissant prédateur mammifère de l'Australie ancienne et il aurait été capable de s'attaquer à une multitude de proies, y compris le géant protodon ainsi que nos premiers ancêtres. Ses dents étaient différentes de celles de tout carnivore mammifère moderne, tranchantes et en forme de coin, utilisées pour détacher la viande de l'os. Thylacolia était un prédateur d'embuscade avec des membres antérieurs conçus pour une force immense plutôt que pour l'endurance et la vitesse. La théorie la plus communément admise sur son style de chasse préféré est qu'il sautait des branches des arbres en surplomb lorsqu'une proie appropriée passait en dessous sans se douter de rien, lacérant la victime avec ses griffes acérées et ses dents uniques. Ainsi, on pense qu'ils habitaient principalement les forêts, mais on croit aussi qu'ils grimpaient jusqu'aux parois des affleurements rocheux pour élever leurs petits dans des grottes abritées, où ils pouvaient les défendre de manière fiable. Il y a environ 40 000 ans, les derniers thylacoleos ont été anéantis, soit par les premiers humains, soit par des changements climatiques ou par une combinaison des deux. Comme le groupe de mammifères le plus prospère en Australie était celui des marsupiaux, le Pléistocène a vu une grande variété de niches écologiques émerger des profondeurs de l'évolution pour donner naissance à certains des mammifères les plus étranges ayant jamais existé. Aucun n'était plus étrange que Palorchest, l'ancêtre marsupial du tapir placentaire, avec un corps ressemblant beaucoup à celui d'un paresseux terrestre et un mode de vie similaire à celui d'un panda géant. En voyant Palorchestes en chair et en os, il serait difficile de le rattacher avec certitude à un groupe de mammifères actuels. Son museau se terminait peut-être par une courte trompe qui aurait été préhensile pour l'aider à arracher la végétation des tiges et des branches, et il possédait de puissantes griffes recourbées sur ses membres antérieurs pour l'aider à tirer la végétation vers sa bouche. Les reconstitutions de cet animal varient énormément en termes de forme. Certaines le reconstituent comme un ours herbivore, tandis que d'autres le rapprochent davantage du paresseux. Quoi qu'il en soit, c'était sans aucun doute l'un des animaux les plus étranges du Pléistocène, et nos ancêtres ont eu la chance de le rencontrer.
La célèbre ère des reptiles désigne généralement une époque bien antérieure à l'apparition des êtres humains sur Terre. Mais dans certaines régions du monde du Pléistocène, les reptiles ont réussi à subsister. Dans certains endroits, les reptiles ont même réussi à dominer les mammifères dans leurs écosystèmes. C'était rare, mais dans des endroits isolés comme l'Australie et les îles de l'océan Pacifique, certains des reptiles les plus étranges et les plus grands ayant jamais existé ont été rencontrés par nos ancêtres. L'Australie, sans surprise, était un terrain fertile pour de tels animaux et l'un des prédateurs les plus puissants de tout le continent était Quinquana, un énorme crocodile terrestre galopant qui poursuivait ses proies sur de longues pattes. Pouvant atteindre 5 mètres de long et doté d'une mâchoire capable d'infliger une morsure extrêmement puissante, Quinquana n'a disparu qu'il y a 10 000 ans, ce qui signifie que pendant plus de 30 000 ans, nos ancêtres l'ont rencontré. Quinquana était probablement encore un prédateur d'embuscade, mais il pouvait vivre loin de l'eau, poursuivant sa proie avant de la déchiqueter avec ses énormes mâchoires. Ailleurs, en Australie, vivait le plus célèbre des reptiles du Pléistocène, Varanus priscos, également connu sous le nom de Megalania. Les estimations les plus élevées placent ce gigantesque varan à environ 7 mètres de long, tandis que d'autres affirment qu'il mesurait entre 3 et 4 mètres. C'était un proche parent du dragon de Komodo actuel, une espèce qui, à l'époque de la Megalania, vivait également en Australie. La Megalania aurait été le plus grand lézard terrestre ayant jamais existé, se nourrissant des grands marsupiaux mentionnés dans la dernière partie. Il était probablement le prédateur suprême de l'Australie jusqu'à sa disparition éventuelle avec l'arrivée des chasseurs humains. Si les crocodiles géants et le plus grand lézard terrestre de tous les temps n'étaient pas suffisants pour inquiéter les anciens Australiens, alors imaginez des serpents de 6 mètres de long. Wonambi était un énorme constricteur, non venimeux, mais qui aurait été capable d'infliger une force massive en tendant des embuscades et en étouffant ses proies. Il est probable qu'en raison de la taille de la tête de Wonambi, il se nourrissait d'animaux plutôt petits, des animaux aussi grands que de jeunes humains et des kangourous. Ils auraient attendu près des points d'eau où ils pouvaient se prélasser au soleil et attendre que des proies viennent au bord de l'eau pour boire. On pense qu'à terme, Wonambi a disparu à cause de l'activité humaine, car les hommes ont défriché les terres dont ils dépendaient. Tout au long du Pléistocène et jusqu'à l'Holocène, d'immenses tortues primitives existaient dans ce que l'on appelle aujourd'hui les îles Lord Howe, Vanuatu, Fidji et Nouvelle-Calédonie. Certaines espèces étaient également présentes en Australie. Mielenia était bien plus blindée que les tortues que nous connaissons aujourd'hui et était couverte de pointes défensives le long de sa tête, de sa queue, de ses membres et des bords de sa carapace surélevée. Elle possédait d'énormes cornes sur le crâne et chez certaines espèces, la queue se terminait par une structure osseuse en forme de massue. Toutes ces structures auraient été utiles pour se défendre contre les prédateurs et les rivaux tout au long de la saison des amours. Les études sur la Mielania n'ont pas encore révélé comment cet animal est devenu si répandu dans le Pacifique Sud, ni comment il a précisément disparu. On pense que la Miolania aurait pu traverser l'actuel continent englouti de Zélandia pour atteindre les hauteurs des îles, où elle aurait fini par s'isoler et se diviser en différentes espèces. Les humains ont rencontré la Miolania et il est probable qu'ils aient contribué à l'extinction finale de l'espèce, mais cela reste à confirmer avec certitude. Au cours de leur voyage à travers le monde lors de leur migration hors d'Afrique, les humains auraient rencontré de nombreux autres primates, dont certains étaient aussi étranges et bizarres que les autres animaux présentés dans la vidéo d'aujourd'hui. Peut-être que la rencontre la plus étrange aurait été avec d'autres espèces humaines elles-mêmes, comme les célèbres interactions entre Homo sapiens et Homo neanderthalensis dans la steppe à mammouth. Ces deux espèces auraient à leur tour interagi avec les mystérieux Denisoviens de Sibérie et d'Asie centrale, une espèce humaine ancienne dont nous savons relativement peu de choses.
Les derniers Homo erectus et Homo heidelbergensis survivants auraient également rencontré d'autres humains alors que leur espèce commençait à disparaître. Il est étrange, de notre point de vue moderne, d'imaginer qu'il n'existe aujourd'hui qu'une seule autre espèce humaine vivante, mais nos ancêtres vivaient dans un monde où nous faisions vraiment partie d'une grande famille répandue. Dans les forêts de bambou du sud de la Chine, Homo erectus aurait croisé Gigantopithecus, le plus grand primate connu ayant existé, un animal que nous avons déjà évoqué sur cette chaîne. Ce grand singe, apparenté aux orang-outans actuels, n'est connu que par des mâchoires et des dents isolées, mais les scientifiques ont pu en déduire beaucoup d'informations à partir de cela. Le singe était probablement défensif et territorial comme ses parents actuels, mais ce n'était pas un prédateur. On pense en fait qu'il était entièrement herbivore, se nourrissant de pousses et de feuilles de bambou dans des zones densément boisées. On estime que Gigantopithèque mesurait entre 2,50 m et 3,50 m de haut, ce qui le rendrait plus d'1 mètre plus grand que la plus grande espèce de singe actuelle, le gorille de l'Ouest. Les représentations de ce singe vont d'un animal bipède ressemblant au yéti à l'image beaucoup plus précise d'une créature marchant sur les jointures, semblable à un gorille, avec l'apparence générale d'un orang-outan. Il y a beaucoup de choses que nous ignorons sur le Gigantopithèque, et comme aucun squelette complet n'a jamais été retrouvé, nous ne pouvons qu'espérer qu'un jour, nous serons en mesure de reconstituer cet animal de manière fiable et précise. Il serait impossible de faire une vidéo sur les animaux rencontrés par nos premiers ancêtres sans mentionner ceux qui sont synonymes du Pléistocène, les proboscidiens. Les mammouths et les mastodontes étaient les plus grands animaux terrestres de l'âge de glace et sont à juste titre devenus des icônes de la préhistoire. Les mammouths traversaient les vastes étendues de la steppe des mammouths, qui portent leur nom, en très grand nombre, survivant sur des îles isolées de Sibérie jusqu'à une époque relativement récente. Les mammouths étaient également présents en Amérique du Nord sous plusieurs espèces, mais les mastodontes étaient absents d'Eurasie. Les deux groupes de proboscidiens étaient grands, puissants et intelligents, proches parents des éléphants actuels. Les mammouths vivaient, pour la plupart, dans les plaines ouvertes et les forêts enneigées, tandis que les mastodontes étaient connus pour habiter les climats plus chauds des prairies et des savanes. Nos premiers ancêtres auraient rencontré différentes espèces des deux groupes en parcourant le monde ancien, où ils les chassaient, les vénéraient et les peignaient. Peut-être qu'aucun autre animal n'est aussi étroitement lié aux humains anciens que ces énormes colosses poilus. L'une des relations évolutives les plus surprenantes de toute l'histoire naturelle des mammifères est la proximité entre les proboscidiens et les damans. Aujourd'hui, les damans sont de petits animaux dodus ressemblant à des rats qui prospèrent dans les broussailles et les forêts d'Afrique subsaharienne. Mais tout au long du Cénozoïque, ils étaient bien plus diversifiés. Des formes à longues pattes, des formes semi-aquatiques et des formes géantes ont toutes existé de l'Éocène au Pliocène. Mais une espèce a étonnamment survécu et elle était tout à fait chez elle dans les régions méridionales de la steppe à mammouth. Originaire du nord de la Chine, Poschizotherium était le dernier parent géant survivant du daman, un animal massif à la fourrure laineuse et aux longues dents qui vivait aux côtés des premiers humains et des mammouths dans le bassin de Niwan. On en sait très peu à son sujet et il est presque absent de la paléoart et des médias, mais cet animal étrange a réussi à survivre jusqu'à l'époque des humains et nos ancêtres ont probablement vécu à ses côtés et l'ont chassé. Il était presque méconnaissable par rapport aux damans d'aujourd'hui, ressemblant davantage à un énorme capybara laineux qu'à un petit parent éloigné de l'éléphant. C'est en partie ce qui fait la beauté du Pléistocène. Tant d'animaux si proches, mais pourtant si étrangers aux humains modernes, ont réussi à trouver leur place. C'était vraiment l'une des périodes les plus fascinantes de l'histoire naturelle.
Le Pléistocène reste une époque qui continue de déconcerter aussi bien les anthropologues, les archéologues que les paléontologues. C'est frustrant d'être passé si près de pouvoir observer ces animaux, mais à cause de la surchasse et du changement climatique, c'est tout simplement impossible. Par conséquent, cela rend l'étude et la compréhension de nombreuses espèces difficiles, et il ne fait aucun doute qu'il existe des espèces entières dont nous n'avons même pas connaissance. Certains animaux du Pléistocène, comme les mammouths, ont récemment fait l'objet d'un grand débat sur la déextinction. Devons-nous et pouvons-nous, d'un point de vue éthique, ressusciter ces animaux pour qu'ils marchent à nouveau à nos côtés? Voir ces animaux en chair et en os serait sans aucun doute un véritable émerveillement. Mais il est important de se rappeler que le passé est le passé. Nous approchons maintenant d'une époque où le passé pourrait très bien devenir notre avenir. Si la déextinction était réalisée, tout ce que nous pouvons faire, c'est attendre et voir ce qui va se passer ensuite.